un terme un petit peu, comment dire, qu'on en entend pas mal, parce qu'il a été utilisé par exemple dans le plan Sarkozy en 2008-2012. C'est aussi l'intitulé de l'association France Alzheimer, c'est Alzheimer et maladies apparentées. Donc la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fourre-tout, hein, bien sûr, comme souvent, des termes aussi ambigus. En fait, on regroupe sous ce terme des démences qui ne sont biologiquement pas des maladies d'Alzheimer et qui ne sont pas dégénératives, comme les démences vasculaires, comme les démences éthyliques, comme les démences qui peuvent survenir à la suite de processus infectieux ou inflammatoires. Sinon, il y a sous ce terme des démences neurodégénératives, mais dont l'expression initiale n'est pas mnésique. Parce que c'est vrai, quand on parle de démence, on est tous axés sur la maladie d'Alzheimer dans son expression clinique amnésique. Et donc nous avons des démences avec des expressions motrices, donc je pense que tout à l'heure Eusebio vous en parlera. Donc expression motrice ou gestuelle comme dans la PSP, dans la paralysie supranucléaire progressive ou dans la dégénérescence cortico-basale. On peut y placer éventuellement la maladie, les démences à Cordes-Lewin, ou des expressions comportementales avec les démences frontotemporales, ou des expressions langagières avec les aphasies progressives primaires, ou des expressions visuelles avec le syndrome d'atrophie corticale postérieure. Donc, dans tout ceci, puisque nous sommes dans la neurodégénérescence et que certains des aspects sont traités par d'autres orateurs, j'ai donc retenu les deux derniers points, les aphasies progressives et l'atrophie corticale postérieure, qu'on appelle aussi en France syndrome de Benson. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces autres démences non amnésiques? Elles débutent par un symptôme qui, initialement, n'est pas la mémoire, et qui, même si au cours de l'évolution, il y aura des problèmes de mémoire, ce symptôme initial sera très souvent très prédominant, même si, comme je dis, l'évolution enrichira le tableau. Classiquement, on dit que ce sont des patients qui sont plus jeunes, c'est-à-dire que ce sont des modes de début entre 50 et 65 ans. Ce n'est pas toujours le cas. On peut déclencher des tableaux de démence frontotemporale à 80 ans. On peut déclencher une aphasie progressive à 80 ans. Ce sont des patients qui sont longtemps conscients ou autonomes, enfin conscients et autonomes. Et c'est donc important de bien préciser le diagnostic de ces patients, parce que les conseils que vous donnerez aux patients et aux familles seront bien sûr totalement différents. Vous pouvez autoriser un patient qui a une aphasie progressive et qui ne parle presque plus, donc ce sera très impressionnant s'il est arrêté par un gendarme, mais vous pouvez lui autoriser la conduite automobile. Alors qu'un patient qui a une forme amnésique de maladie d'Alzheimer, très vite, vous allez déconseiller la conduite automobile. Donc il faut, dans certains cas, dire oui, vous pouvez, ou non, vous ne pouvez pas, et parfois il faut établir un certificat pour que la force publique ne soit pas surprise d'arrêter un conducteur qui peut parfaitement bien conduire, mais qui n'a pratiquement plus d'expression langagière. Les évolutions sont bien sûr différentes, mais un jour ou l'autre, ils présenteront une perte d'autonomie. Ça, c'est quasiment inéluctable. C'est vrai, quand on a décrit ces syndromes, on parlait d'atrophie focale, de syndrome focalisé, souvent on disait ils ne sont pas déments, mais bon, on sait bien qu'au bout d'un certain temps, ils le deviendront, avec une rapidité différente selon les cas, et souvent donc des longueurs d'évolution bien différentes de ce que l'on voit dans les formes amnésiques classiques de maladie d'Alzheimer. Donc les prises en charge sont différentes. Au niveau médicamenteux, on est très démunis. Quand l'étiologie biologique de ces syndromes, parce que c'est là qu'il faut bien comprendre la différence entre la notion d'une maladie d'Alzheimer, qui est un tableau clinique amnésique, et le fait que c'est en fait un syndrome clinico-biologique, donc il y a des lésions de la maladie d'Alzheimer qui peuvent être responsables de ces tableaux dont nous allons parler. Donc la question qui se pose, c'est que si devant une aphasie progressive, il existe biologiquement une maladie d'Alzheimer responsable, est-ce qu'il faut donner un traitement anticholestérasique ou glutamatergique? Est-ce qu'il faut donc donner des traitements antidémentiels? Alors, il n'y a eu aucune étude qui n'a été réalisée pour ces tableaux-là. Et en termes d'expérience, je trouve alors que les traitements anti-Alzheimer apportent quelque chose d'indéniable dans la forme amnésique de maladie d'Alzheimer. Dans ces tableaux non amnésiques, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Les conseils, je vous l'ai dit, sont différents, aussi bien aux patients qu'aux familles. Et les intervenants
seront multiples en fonction du tableau. Si c'est une aphasie, bien évidemment, il faudra adresser les patients à une orthophoniste. Je suis parfois un petit peu surpris de voir que beaucoup de nos collègues médecins ne pensent même pas, face à une aphasie, de conseiller une rééducation orthophonique. C'est parfois un petit peu étonnant, alors que bien sûr c'est une étape fondamentale, un élément fondamental de la prise en charge. L'ergothérapie, elle peut se révéler très utile chez les patients qui auront un syndrome apraxique. L'orthopsie chez les patients qui ont des troubles visuels, comme dans le syndrome de Benson. Et l'intervention des psychologues, c'est à plusieurs niveaux, aussi bien en termes de neuropsychologues qu'en termes de psychologues cliniciennes, chez des patients, comme je vous l'ai dit, qui sont très longtemps conscients de leurs difficultés et qui ont besoin à la fois d'explications, entre guillemets, scientifiques, mais aussi d'un accompagnement et d'un support psychologique. Alors, tout d'abord, les aphasies progressives. Alors, les aphasies progressives, ce serait, alors on manque de chiffres très précis, j'ai un peu regardé les chiffres de la VNA, c'est pas toujours facile de les exploiter. Enfin, la VNA, c'est la Banque nationale Alzheimer qui recense les cas français. Bon, on dit que c'est en gros la principale forme d'atrophie focalisée, donc les 2 tiers des cas. Ce sont des patients donc jeunes, dont le début se situe entre 50 et 65 ans, et avec une moyenne aux alentours de 59 ans, mais on peut avoir des patients avec une aphasie progressive à 80 ans, c'est tout à fait possible. Dans cette fourchette d'âge, donc des patients jeunes de 50 à 65 ans, la prévalence est estimée à 7 pour 100 000, ce qui veut dire qu'en France, on peut considérer qu'il y a à peu près 3 à 4 000 patients. Quant aux formes génétiques, elles sont rares, et lorsqu'il y en a, habituellement, ce sont des mutations au niveau de la programmine. Mais ce n'est pas le point le plus important de ce matin. Alors, vous savez que le syndrome d'aphasie progressive avait été, pas inventé, mais renouvelé par Marcel Mesulam en 1982, et il a ouvert une porte sur laquelle nous avons tous franchi, parce qu'effectivement, ça correspondait à des patients qu'on voyait, qu'on ne savait pas très bien étiqueter, on disait oui, c'est un Alzheimer un peu atypique. Et ce qu'avait dit Mesulam, c'était qu'il existait chez ces patients l'apparition donc insidieuse et l'évolution progressive d'une plainte langagière, bien sûr, mais des plaintes langagières, on en a tous à partir de 40 ans. Cette plainte s'associait bien évidemment à un trouble langagier objectivé par l'examen du langage, concernant donc, selon les tableaux, l'expression, la compréhension, l'oral, l'écrit, etc. Et puis, pour bien différencier ceci éventuellement d'un Alzheimer sur lequel il y aurait une petite prédominance de troubles langagiers ou qu'on aurait donc mal repéré, il fallait qu'il y ait pendant 2 ans. Alors pourquoi 2 ans? Toujours pareil. Pourquoi est-ce que les démences préséniles c'était avant 65 ans, etc. Enfin, bon. Donc, il avait dit il faut que pendant 2 ans, il n'y ait aucun trouble de l'autonomie, aucun trouble des activités quotidiennes, donc les patients, entre guillemets, ne soient pas déments, ne soient pas en perte d'autonomie, qu'il n'y ait aucune atteinte neuropsychologique non verbale, donc de façon à ce qu'on soit bien dans une atteinte langagière, sauf que bien évidemment, lorsque vous avez un trouble langagier, ceci va interférer avec la réalisation des examens neuropsychologiques, que bien évidemment, le trouble de l'expression ou de la compréhension fait que les consignes ne sont pas comprises ou que les réponses sont mal faites. Donc bien évidemment, il faut avoir cette subtilité d'analyse. Après, au-delà de ces 2 ans, mais qui peuvent parfois être beaucoup plus en nombre d'années, eh bien, après cette période de prédominance, enfin, d'unicité du trouble du langage, eh bien, le patient évolue, d'autres troubles cognitifs s'installent, mais l'aphasie reste toujours au premier plan et bien sûr de plus en plus sévère. Alors, en moyenne, il y a 2 travaux qui ont regardé au bout de combien de temps l'autonomie était perdue. Alors tout d'abord, Mesulam avait décrit des cas de patients qui pouvaient conserver leur autonomie pendant 10 à 14 ans. Et puis il y a un travail français qui avait été réalisé à Lille et qui avait montré qu'en gros l'autonomie était perdue après 6 à 7 ans d'évolution. C'est quand même important, vous avez des patients qui pendant 6 à 7 ans peuvent continuer à avoir une vie normale, seuls, gérer une partie de leurs affaires, être totalement autonome et même, comme je vous l'ai dit, continuer à pouvoir conduire. Alors en fait, tout dépend de quand on voit le patient pour la première fois. Il faut toujours faire attention au point suivant en neuropsychologie, c'est qu'on crée des formes prototypiques, enfin on vous décrit des formes prototypiques. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de moyenne des cas que l'on voit, et puis on vous dit, voilà, la description de telle maladie, c'est ça. En fait, on peut voir des patients à un stade beaucoup plus tardif, et puis surtout à des stades beaucoup plus légers. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être modeste dans le diagnostic, c'est-à-dire rester quand même au plan symptomatique,
dire il existe un trouble langagier, même si on ne peut pas le mettre dans des classes, comme les Américains aiment bien le faire, on va en parler. Les Américains aiment bien créer des boîtes. Et bien parfois on voit les patients bien avant qu'ils soient dans la moyenne symptomatique de la boîte qui est décrite dans la littérature. Ce qui veut dire qu'il faut rester très attentif à des patients qui peuvent venir avec une plainte très minime, avec une évaluation qui ne sera pas forcément très, très pathologique ou simplement dans quelques petits secteurs, et se dire que ces patients sont peut-être en train de démarrer un processus, qu'on les a vus tellement tôt qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus, que l'imagerie, je sais que les médecins aiment beaucoup l'imagerie, bien que l'imagerie est peut-être très, très peu atteinte, et qui sont quand même en train de débuter un processus, donc il ne faut pas hésiter à revoir ces patients dans 6 mois, dans 1 an, etc. Et on les verra peut-être à un stade plus avancé. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas récuser le diagnostic tout simplement parce qu'il manque certains symptômes. Moi, je me souviens une fois, j'avais présenté le cas d'un patient qui avait une démence sémantique, et une intervenante, enfin quelqu'un dans la salle, m'a objecté qu'il manquait tas de symptômes. Ah oui, on n'a pas tous les symptômes au moment de l'installation d'une maladie. Alors, la présentation clinique des aphasies progressives est très hétérogène, et en 1991, on avait publié avec Bernard Laurent 3 cas d'aphasie dégénérative, et ces 3 cas, j'ai relu ce qu'on avait publié, il y en a au moins un qu'on ne saurait pas classer tel qu'on a l'habitude maintenant de classer ces patients, parce que c'est un patient qui avait une surdité verbale progressive. Depuis 1991, j'ai revu un autre cas de surdité verbale, ce qui veut dire que sur l'ensemble des aphasies progressives que j'ai pu voir ces 25 dernières années, j'ai vu 2 fois une surdité verbale. Donc, bien sûr, ça ne correspond pas aux 3 tableaux décrits par la littérature américaine. On peut avoir en fait n'importe quoi, n'importe quel tableau langagier. En fait, voilà ce qu'on classiquement on décrit maintenant, les 3 principales formes d'aphasie progressive. Tout d'abord, l'aphasie progressive non fluente, ensuite l'APP logopénique, et ensuite l'APP dite fluente ou sémantique, qui est souvent assimilée au concept de démence sémantique, en sachant qu'on peut avoir des patients qui sont au stade de l'aphasie sémantique sans qu'ils n'aient tous les troubles de la démence sémantique. Donc on ne pourra pas récuser le diagnostic, on va simplement se dire qu'on est à un instant trop précoce pour avoir le florilège de la sémiologie de la démence sémantique. Il existe donc des tableaux beaucoup plus rares, donc comme je vous l'ai dit, des tableaux de surdité verbale, des tableaux d'aphasie de Wernicke. On peut avoir même des tableaux d'aphasie progressive mixte, c'est-à-dire que de même qu'il y a dans le domaine vasculaire des aphasies globales, on peut avoir des sortes d'APP globales. Puis on peut même avoir des symptômes extrêmement isolés, avec des agraphies isolées par exemple, qui pendant quelques années seront uniquement sur le mode agraphique, et puis un jour évolueront bien sûr sur un mode plus global. Alors, dans le domaine des APP, actuellement, l'équipe qui publie beaucoup, c'est celle de Dorno Tampini, et voici un travail dans lequel elle avait cumulé tous leurs patients ayant une APP, et ils avaient regardé quelle était donc la moyenne de leur atrophie comparée à des sujets témoins. Et on voit très bien que les aires du langage, dans le hémisphère gauche, sont bien sûr majoritairement concernés par l'atteinte anatomique. Au niveau atrophie, il y a néanmoins quelques lésions à droite, le plus souvent chez les patients qui sont en train de débuter une démence sémantique ou ont une aphasie sémantique. Donc on voit que les aires du langage sont touchées, mais là c'est une analyse globale, c'est-à-dire où les 3 formes d'aphasie sont regroupées. Si maintenant on regarde la suite de leur travail, en prenant les formes d'aphasie les unes après les autres, eh bien alors oui, la flèche ne marche pas. Donc que voit-on? Eh bien on voit qu'en rouge, vous avez les lieux de l'atrophie des aphasies non fluentes. Eh bien, personne ne sera surpris que dans le cas d'une aphasie progressive non fluente, on soit dans les régions prémotrices, donc en gros dans l'aire de Broca. Dans l'aire de Broca, où se trouve la région qui a été décrite en 1861 comme étant responsable de l'aphasie de Broca, qui est le prototype de l'aphasie non fluente. Si l'on regarde ensuite l'aphasie sémantique, eh bien c'est en vert. Et vous voyez que vous avez une atteinte du pôle temporal et de la région temporale inférieure à gauche, de manière prédominante, et qu'il y a aussi à droite une atteinte. Et de même qu'on a décrit des tableaux d'aphasie progressive sémantique gauche, on décrit aussi des tableaux prosopagnosives, des tableaux d'atteinte temporale droite prédominante, mais en fait on a presque toujours une atteinte des 2 côtés. Et si l'on regarde l'aphasie logopénique, donc c'est en mauve,
eh bien on voit que la région qui est atteinte, c'est la région pariétale gauche. Et là, c'est un bon moyen mnémotechnique, c'est-à-dire que pour les orthophonistes qui connaissent bien le langage, quand on vous parle de lésion pariétale, quelle est l'aphasie qui peut donner, quelle est l'aphasie que l'on peut observer à la suite d'une lésion pariétale? Eh bien, c'est une forme d'aphasie de conduction. Il y a plusieurs formes d'aphasie de conduction. Eh bien, il y en a certaines par atteinte du gyrus supramarginal, gauche. Donc, en fait, moyen mnémotechnique, l'aphasie logopénique, c'est finalement une sorte d'aphasie de conduction progressive. Donc, de manière très simplette, eh bien, l'aphasie non fluente, c'est un Broca progressif, mais il faut abandonner notre culture de l'aphasie de Broca brutale due à une lésion vasculaire où il y a plein de symptômes. Là, on voit quelqu'un qui va progressivement se déstructurer. L'aphasie logopénique, c'est une sorte d'aphasie de conduction. Quant à la démence sémantique, eh bien, sans doute que les auteurs autrefois appelaient ceci l'aphasie de Pitre, l'aphasie amnésique de Pitre, et il est très certain que, parce que c'était des patients qui présentaient une aphasie anomique par lésion temporale inférieure, et c'est sans doute quelque chose d'un peu comparable. Alors l'aphasie non fluente, alors je déteste ce genre de diapositive qui est une espèce de catalogue avec tous les signes, ça vous le trouvez n'importe où. Bien sûr, c'est non fluent, c'est-à-dire qu'il y a une réduction du discours qui devient laborieux, hésitant, haché, avec des pauses. Il existe une anomie, mais une anomie qui n'est pas toujours aussi sévère que ce que l'on va voir dans les atteintes plus postérieures. Et ce qui est important, c'est que ces patients ne perdent pas les concepts, ne perdent pas la connaissance des mots. Ce sont des patients qui présentent un agrammatisme, puisque certains parlent même d'aphasie progressive avec agrammatisme. Donc les phrases sont courtes, la grammaire donc est simplifiée, et il y a parfois l'omission de petits mots grammaticaux. Enfin, c'est typiquement ce que l'on observe dans une aphasie de Broca. Il peut y avoir des troubles articulatoires, comme il peut ne pas en y avoir au début. C'est ça qui est un petit peu trompeur, parce qu'on a la vision de l'aphasie de Broca vasculaire brutale avec l'anartrie. Chez ces patients, on peut avoir progressivement une désintégration phonétique, mais au début, ces patients peuvent ne pas avoir de troubles articulatoires. Ensuite, ce qui est assez curieux, ce qui est un peu surprenant, mais Mesulam et son épouse, Madame Weintraub, avaient bien insisté là-dessus, c'est qu'il peut y avoir des paraphasies phonémiques. Alors, s'il y a des médecins dans la salle, ils doivent être en train d'exploser, parce qu'entendre parler pour eux dans une aphasie non fluente, que je compare un petit peu au Broca, entendre dire qu'il puisse y avoir des paraphasies phonémiques, c'est bien sûr un peu étrange. En fait, on sait que dans les Broca vasculaires, on peut trouver parfois des paraphasies phonémiques. Et en tout cas, dans ces aphasies non fluentes, Mesulam avait beaucoup insisté sur cette possibilité de paraphasie phonémique. La compréhension de ces patients est intacte, sauf si bien sûr vous les confrontez à des situations où le discours est compliqué, où les phrases sont longues, complexes, avec une syntaxe un petit peu tardiscotée. Donc ces patients, qui en plus sont presque toujours des troubles de mémoire de travail, auront des difficultés de compréhension. Et là aussi, c'est toujours perturbant pour les médecins d'entendre dire que dans une aphasie type Broca, il puisse y avoir des troubles de compréhension, et ça, toutes les orthophonistes le savent, que le Broca a souvent des troubles de compréhension. Et ensuite, ces patients peuvent présenter des stéréotypies verbales et une écholalie. Alors maintenant, l'aphasie logopédique, c'est un terme qui a toujours un peu étonné, qui a même un peu inquiété, parce que c'était un nouveau terme. Alors, logopédique, c'est très trompeur au niveau de l'affluence. Théoriquement, l'affluence est conservée. Mais en fait, je me rappelle très bien une fois à la Baule, Serge Béliard nous avait montré une bande vidéo d'une patiente et nous avait demandé, à votre avis, est-ce que le discours est fluent ou non fluent? Et on était une centaine dans la salle, dont avec pas mal de personnes qui connaissent bien le langage, et ça a été très partagé. 50% a dit c'est fluent, 50% a dit c'est non fluent. En fait, c'était une aphasie logopédique. Et je trouve qu'il faut faire un tout petit peu attention au terme. L'affluence, c'est normalement la réduction du débit, c'est une réduction quantitative du débit. Or, ces patients qui ont une aphasie logopédique, en fait, ils ont, moi j'aime bien utiliser le terme de fluidité, ils ont une mauvaise fluidité. Pourquoi? Parce qu'ils parlent un petit peu lentement, et pas parce qu'il y a une réduction, mais parce qu'ils sont dans la recherche du mot. Donc ils ont souvent des pauses, ils ont un petit ralentissement du débit, mais qui n'est pas une réduction comme on le verrait dans les non-fluentes. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille exercée, très souvent, il conclut à ce diagnostic d'une aphasie non fluente. Donc il faut faire un petit peu
peu attention. Et je trouve que cette notion de fluence et de fluidité permet de faire la différence. Ces patients n'ont pas de troubles de l'articulation, pas de troubles de la syntaxe. Ils comprennent très bien les mots que l'on emploie, c'est-à-dire que quand vous leur parlez, ils comprennent tout à fait vos mots, ils les reconnaissent. Ils ont une anomie qui est assez nette dans le langage spontané, en tout cas beaucoup plus nette que dans les aphasies non fluentes. Mais la dénomination formelle, et alors c'est toujours pareil, tout dépend du stade de l'évolution, mais elle peut être parfois assez bien, enfin presque normale, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas avec une anomie sévère au niveau des tests de dénomination, alors que les patients se plaignent et que dans le discours, effectivement, vous voyez qu'ils sont dans la recherche du mot. Les tests ne sont pas toujours pathologiques, sauf que si souvent, au lieu de dire juste ou faux, on mesurait le temps de réponse, on verrait que ces patients ont souvent un temps de réponse un peu plus lent. Et quand le patient répond en 2 secondes ou en 5 secondes, bah souvent on dit c'est juste. Mais si systématiquement ils ont 5 à 10 secondes de réponse, bah, il y a quand même une difficulté d'accès. Ces patients présentent des paraphasies phonémiques, et c'est là où je reprends cette notion de cette comparaison avec l'aphasie de conduction, c'est qu'il y a des conduites d'approche phonémique avec des autocorrections progressives. Les patients sont dans la recherche de la forme phonologique du terme, ils sont conscients qu'ils ont cette difficulté, ils vont donc s'approcher le plus près possible, au plus près de la forme phonologique correcte. Et ces patients ont des troubles de mémoire de travail très importants, ce qui va interférer avec la compréhension, non pas des mots isolés, on l'a vu, mais avec celle des phrases qui sont longues, complexes, avec une syntaxe un petit peu complexe. Et si vous leur faites des tests de répétition, bien sûr, la répétition d'un mot isolé ou la répétition d'une phrase comme il fait beau aujourd'hui ne posera pas de problème. Et si vous prenez certaines phrases que vous utilisez peut-être, telles que l'argumentation précise de l'avocat l'a convaincu ou le fantôme surgit des profondeurs de la nuit, et bien là, c'est une catastrophe. Donc la répétition de mots un peu trop longs ou de phrases longues et complexes posera problème. Après, alors l'aphasie sémantique qui rentre dans ce contexte, dans ce cadre de la démence sémantique, bon, vous devez bien connaître, je pense, ce tableau parce qu'il a été décrit maintenant depuis longtemps. On observe, alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une aphasie ou pas, étant donné qu'on est devant la désorganisation de l'ensemble des connaissances sémantiques, donc de manière progressive, et certains se disent, est-ce qu'on peut vraiment parler d'aphasie? En tout cas, on ne va pas rentrer dans cette discussion. Ces patients ont une attitude très très particulière. D'abord, ils ont une anomie très importante. Ce qui veut dire que le discours peut paraître parfois très creux, très vide de sens. Les patients ont un sentiment très particulier de la découverte des mots, ils expriment une certaine perplexité face aux mots employés ou face aux objets de leur quotidien. Je me souviens très bien du premier patient que j'ai vu, qui avait une cravate, il était jeune, il était venu seul, il me dit je ne trouve pas mes mots, je lui dis mais comment s'appelle, donc je lui montre sa cravate, il me dit ça je ne sais pas. Donc il faut imaginer, ce patient est venu avec une cravate, donc il avait fait son nœud de cravate, et vous lui demandez comment s'appelle ceci, il me dit je ne sais pas. C'était la première fois que je voyais ce patient il y a une vingtaine d'années, je ne connaissais même pas le concept de démence sémantique. Moi j'ai d'abord cru que c'était un type qui se fichait de ma figure, quoi. Donc en fait, ils ont cette possibilité d'utiliser parfois certains objets sans savoir comment ils s'appellent. Au bout d'un certain temps, ça devient très, très gênant. Le second patient que j'ai vu, enfin le deuxième patient que j'ai vu, son épouse lui dit va dans le jardin chercher des carottes, et il lui dit mais c'est quoi les carottes? Et le troisième patient que j'ai vu passe dans un couloir, voit une corbeille avec des choses dedans, et il dit à son épouse mais qu'est-ce que c'est? C'était un pamplemousse. Il ne reconnaissait pas les pamplemousses. Donc ces patients ne reconnaissent pas les objets, des choses, des fleurs, des fruits, etc. Avec parfois une catégorisation. Et il arrive parfois que les familles vous disent ah, bah, écoutez, c'est curieux, il est incapable de trouver les noms des fleurs ou les noms des fruits, alors qu'il n'y a aucun problème pour les autres noms. Il peut y avoir une sectorisation. Ces patients peuvent présenter une apraxie, en fait, c'est plus par défaut d'utilisation d'un objet qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai un jour montré un stylo à un patient, je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit je ne sais pas. Donc je lui ai dit je ne sais pas, je lui ai dit mais à quoi ça sert? Il m'a dit ça doit servir à ça. Donc ne le reconnaissant pas, il s'est appuyé sur la forme visuelle de l'objet. Ces patients présentent une alexie et une agraphie lexicale avec des comportements de régularisation. Ils perdent la forme orthographique des mots.
Donc ils vont régulariser les mots, écrire comme ils entendent. Très souvent, leurs souvenirs personnels sont beaucoup mieux évoqués que les connaissances culturelles, ce qui est logique, puisqu'on a une désorganisation du tissu sémantique, qui fait qu'ils peuvent tout à fait vous raconter ce qu'ils ont fait hier, avant-hier, etc., et être incapables de vous dire qui est Monet et Renoir. Ça, c'est l'histoire d'un patient que je vois. Son épouse me dit, bah, écoutez, on vient voir s'il y a un problème de mémoire. Je lui dis, bon, donc il oublie ce qu'il a fait hier, et puis elle prend un air un peu excédé, qui a fait vibrer toutes les boucles d'oreilles. Ça m'avait beaucoup frappé. Et elle me dit, mais non, docteur, si je vous dis qu'il oublie, c'est qu'il ne sait plus les choses du passé. Et c'est vrai que nous, dans l'Alzheimer, on est tellement habitués au fait qu'on nous dise, bah oui, il a un trouble de la mémoire de ce qu'il lui a dit il y a 2 minutes, mais pour beaucoup de gens, la mémoire, c'est le passé. Et bien là, en fait, elle me décrivait, bien sûr, un oubli du passé. Et pourquoi Renoir et Monet? Parce que ses parents possédaient quelques tableaux impressionnistes, semble-t-il, donc il était très intéressé par la peinture. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me dire qui est Renoir et Monet? Il dit, j'ai jamais entendu parler. C'est ça. Donc c'est très curieux, cette absence progressive de connaissances. Ces patients sont très bavards, ça devient même parfois très compliqué en consultation, qui souvent se traduit par le fait que vous posez des questions à l'entourage, au conjoint, alors que le patient ou la patiente parle, sans même se rendre compte, dans une espèce de pragmatique de la conversation, qu'on n'écoute pas et parce qu'on est en train d'aborder d'autres points. Donc un discours logoréique, un discours envahissant. Ces patients ont, au fil du temps, un égocentrisme, c'est un petit peu logique, hein, tout est recentré sur leur monde personnel. Ils ont même ce qu'on appelle une égolalie. Et je me rappelle très bien d'un patient ou d'une patiente à qui je demandais parle-moi de Paris, hein, et qui m'a répondu Paris, ah bah, c'est là qu'habite ma sœur. Je lui ai dit d'accord, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Non, pas pour lui. Paris, c'était là le lieu d'habitation de sa sœur. Il était incapable de me parler de la Seine, du Louvre, de l'Élysée, etc., de la Tour Eiffel, de l'espace Jean Monnet, etc. Et ces patients, au fil du temps, développent des troubles du comportement qui sont normaux, avec une dangerosité. C'est là où il faut bien prévenir la famille. C'est que quand vous perdez le sens des choses, bien évidemment, vous allez vous mettre en péril, de même que ce patient qui allait utiliser comme coton-tige, qui aurait pu utiliser comme coton-tige ce stylo. Donc cette dangerosité, il faut l'identifier et l'expliquer aux familles. Ça, je ne suis pas sûr que ça correspond un petit peu à ce que je viens de dire. Voilà, alors, voici une image tout à fait caractéristique de démence sémantique, avec une atrophie temporale gauche qui est extrêmement importante. Là, on voit très bien sur le cliché de gauche, par comparaison donc, à la région temporale droite. Et sur l'IRM à droite, on voit aussi cette atrophie temporale gauche. Hein, très bien ici. Cette atrophie très importante. Et là aussi, cette atrophie extrêmement importante. C'est un cliché ancien, c'est un des premiers patients que j'ai vu. Il avait vu un scanner. Pour l'histoire, ce scanner avait été interprété comme normal par le radiologue. Alors que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose dans cette région-là. Alors, voici le cas d'une écriture, d'une dictée que je montre souvent. Donc, chez une personne qui a une démence sémantique, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a une agraphie, et que l'on peut considérer comme agraphie lexicale, étant donné qu'il y a une régularisation d'un certain nombre de mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je ne détaille pas les mots, mais je pense que vous les voyez, même au fond, vous les voyez. Alors, ma question, c'est qu'allez-vous penser maintenant de la suite de la dictée? Je ne sais pas si vous voyez, ovaire, prostate, côlon, pancréas, foie, rein, poumon, cœur, intestin, polype. Est-ce que vous voyez une faute d'orthographe? Est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris par le fait que cette personne ne sait pas bien écrire le mot monsieur, le mot automne, le mot femme, le mot printemps, etc., alors qu'il n'y a aucune difficulté pour les autres mots? Donc, à votre avis, où est la solution? Eh bien, c'est dans le métier de cette personne. Elle était secrétaire d'anatomopathologie. C'est-à-dire que dans un vocable, parce que bien évidemment, c'est aussi, alors moi je m'étais amusé à calculer la fréquence d'usage des mots du haut par rapport aux mots du bas, c'est une fréquence très pauvre, bien évidemment. Seulement, dans son métier, comme elle utilise constamment ces termes, bien évidemment, elle conservait cette forme orthographique beaucoup plus que celle de mots qu'elle n'utilisait pas. Et alors ces patients, au bout de certains temps, comprennent que la réutilisation, le réapprentissage les aide. Et c'est assez classique quand on écoute ces patients avec une aphasie
sémantique ou une démence sémantique, les entendre dire que tous les matins, ils ouvrent le dictionnaire pour réapprendre les mots, aussi bien le sens que l'orthographe. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces patients ont des tableaux donc, divers, mais qui ont des biologies diverses aussi. Ça, c'est un travail dans Brain en 2007 qui avait montré que si on regarde les démences sémantiques, à l'autopsie, il y avait 10% de ces patients qui présentaient des lésions de la maladie d'Alzheimer. Et quant à l'aphasie progressive non fluente, eh bien, on avait 44% des cas autopsiés, bon c'est une petite série, hein, mais que 44% des cas autopsiés correspondaient à des lésions biologiques de maladie d'Alzheimer. Donc quand vous voyez ces patients, vous ne pouvez pas en inférer une biologie, vous pouvez avoir une tauopathie, vous pouvez avoir une TDP-43-pathie, et c'est la... Et voilà ce qu'on trouve en gros. Si vous reprenez les aphasies non fluentes, eh bien, on peut avoir des lésions des tauopathies, mais on peut avoir des lésions de maladie d'Alzheimer dans 20 à 44% des cas selon les séries. Donc ça veut dire qu'il faut bien avoir cette différence dans votre tête entre la maladie d'Alzheimer, syndrome clinique commençant par une amnésie, etc., et évoluant vers une démence, et le fait que la maladie d'Alzheimer, c'est en fait une biologie, ce sont des lésions particulières qu'on peut observer dans des tableaux qui ne ressemblent en rien à une maladie d'Alzheimer amnésique. Donc 20 à 44% pour les aphasies progressives non fluentes, 60 à 80% pour les aphasies logopéniques, et pour les démences sémantiques, eh bien, on peut avoir entre 5 à 15%, et là on a des tableaux aussi bien autopsiques que d'analyse par la ponction lombaire qui nous montrent que même dans la démence sémantique, au début on nous disait non, il n'y a pas de lésion de maladie d'Alzheimer, eh bien on peut avoir, dans des formes tout à fait typiques, on peut avoir des lésions de maladie d'Alzheimer. Alors là, je vais laisser tomber. Alors, voici un exemple. L'exemple d'un patient, plus seul en consultation. Il dit qu'il se plaint de sa mémoire depuis 4 ans. Et en fait, quand on l'interroge, il n'y a pas d'oubli à mesure, pas d'oubli des événements récents. Il cherche ses mots et il dit qu'il oublie, qu'il a remarqué des noms de fleurs et de légumes. Il est tout à fait autonome. Comme je l'ai dit, il est plus seul en consultation. Quand on l'évalue, il a un MS à 29 sur 30. Il a un test des 5 mots dont le score total est 9 sur 10 et le score total pondéré de 18 sur 20, ce qui est bien. Il n'a pas d'apraxie gestuelle. Il a une barbe, c'est-à-dire la batterie rapide d'élimination qui est à 9 sur 10. Et au niveau des fluences, il donne 9 animaux avec une répétition et 19 P avec 3 répétitions. Le span direct est à 7, le span inverse est à 4. Donc quels sont les points faibles de ce bilan? Eh bien, il a une erreur à la batterie rapide d'élimination, ce qui pour moi est toujours pathologique. Au niveau des fluences, il n'est pas très bon pour les animaux, il est un peu meilleur pour les P. En tout cas, il y a un gradient qui est plutôt en faveur des P que des animaux, enfin, donc la fluence alphabétique par rapport à la catégorielle. Et il a un trouble de la mémoire de travail. Alors voici la batterie rapide de dénomination. On va surtout regarder les fluences. Donc voici ces productions. Donc les 9 animaux. Qu'est-ce qu'on remarque? Et puis ensuite les 19 pépins. On remarque qu'il y a des répétitions. Donc il y a une répétition pour les animaux avec Bergeronnet, et 3 répétitions pour les mots en P. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les mots en P. Lisez-les. Donc, ceux ou celles qui ont l'habitude de faire des fluences alphabétiques ont peut-être remarqué quelque chose. C'est qu'il y a énormément de verbes. C'est vrai que la consigne est, vous pouvez donner des mots ou des verbes, enfin des noms communs ou des verbes. Mais habituellement, quand même, les patients donnent énormément de mots. Alors là, vous voyez que sur les 19 mots, il y a 11 verbes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas systématique dans la démence sémantique, mais qui peut s'observer quand même assez souvent. Et quand on fait d'ailleurs des tests de dénomination, ils sont moins bons pour les mots, pour les noms communs, que pour les verbes. Et c'est assez logique, comme il y a l'atteinte des régions sémantiques temporales, en fait, les régions frontales dont on sait qu'elles sont bonnes pour la génération de verbes, comme elles sont conservées, il y a finalement une espèce de compensation par les régions préservées. Donc ce patient a un trouble sémantique sévère, et moi j'aime bien faire le rapport animaux sur P. Vous voyez que le rapport il est à 0,47, ce qui signe un trouble sémantique sévère. Parce que si l'on regarde chez les normaux, eh bien le rapport A sur P, chez les sujets normaux, il est de 1,42. Et si l'on regarde des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, donc à un stade léger, eh bien, le rapport est 1,26, ce qui montre bien qu'il y a une petite atteinte sémantique. Mais dans la démence sémantique, l'atteinte est tellement importante que ça entraîne un ratio énormément en défaveur de l'affluence catégorielle. Alors, ça, je vais laisser tomber. Ça aussi. Alors,
le syndrome de Benson. Le syndrome de Benson par atrophie corticale postérieure, le terme anglais c'est atrophie corticale postérieure. En France, comme ce tableau était décrit en 88 par Benson, on aime bien utiliser, on aime bien encore les noms propres, donc on a souvent tendance à parler de syndrome de Benson. Alors, c'est une maladie, c'est un syndrome, pardon, qui est rare, qui est méconnu, et dont le diagnostic est difficile. J'avais regardé en 2012 les chiffres de la BNA. La file active donc en France était de 411 patients. Il y avait un peu plus de femmes, 62% de femmes. Et le point important, intéressant, c'est que 30% en gros de ces patients étaient dans une situation de recours, c'est-à-dire des patients dont le diagnostic n'avait pas été fait dans une première consultation, dans une consultation de première ligne, et que c'était le CN2R, les centres spécialisés, qui avaient réussi à faire le diagnostic définitif. Du fait que c'est une maladie rare, dont les signes sont un petit peu bizarres, les diagnostics peuvent être très importants de 1 à 10 ans. Et ces patients vont souvent voir des ophtalmologistes, au point que j'ai un collègue qui avait vu un patient qui avait vu 20 ophtalmos avant de venir le voir. Et les ophtalmos qui ne connaissent pas toujours cette maladie n'avaient pas compris que le problème était neurologique, parce que les plaintes sont visuelles, mais bien sûr, ce n'est pas un problème de la vision des yeux, c'est un problème de la vision du cerveau. Alors, dans mon expérience personnelle, 68% des patients que j'ai vus ont débuté avant 65 ans, et 10% des patients que je vois en recours pour démence étaient des syndromes de Benson, ce qui rejoint un peu l'histoire des 29%. Et une fois, je m'étais intéressé à regarder mes dossiers où il y avait une erreur diagnostique flagrante et qu'on m'avait adressé donc parce qu'il y avait un problème. Et en fait, sur 52 dossiers d'erreur diagnostique, 27% étaient des patients qui avaient une atrophie corticale postérieure. Donc c'est vraiment des patients qui ne sont pas bien identifiés, alors qu'ils ont des plaintes extrêmement caractéristiques. Si vous voulez analyser pour vos étudiants la sémiologie d'agnosie visuelle et la sémiologie d'apraxie, il faut avoir un patient qui a un syndrome de Benson. Parce que la description par le patient ou par la famille, et par la famille de ces troubles est extrêmement riche au plan sémiologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dysfonctionnement cortical postérieur avec tout un florilège de troubles visio-perceptifs, de troubles visio-spatiaux, de troubles gestuels progressifs. Ces patients ont une agnosie visuelle, ces patients ont un syndrome de Baline, ces patients ont une négligence, ils ont une simultagnosie. Ils peuvent même avoir, c'est parfois trompeur pour les ophtalmos et même pour les neurologues, ils peuvent avoir même un trouble campimétrique, c'est-à-dire un trouble du champ visuel. Ils peuvent avoir une hénianopsie latéralomonie, mais à Lyon, Alain Viguetto, qui est notre référent en neuro-ophtalmologie, avait pu publier toute une série de patients où vraiment on était dans un déficit campimétrique. Et depuis, il y a des cas autopsiés qui ont montré qu'effectivement on pouvait avoir des lésions au niveau de V1. Ces patients présentent une alexie et une agraphie, donc alexie agnosique, agraphie qui est mixte, qui est à la fois spatiale, apraxique et dysorthographique. Et ces patients ont beaucoup d'apraxie, apraxie de l'habillage, etc. Ce qui est important, c'est que ces patients sont très longtemps conscients de leurs troubles. Ils développent même des tableaux dépressifs très sévères. Et même à un stade évolué, même à un stade où ils sont dans des résidences, les familles continuent à nous rapporter une conscience de leurs difficultés. Ces patients évoluent toujours vers une démence, donc soit une démence globale, soit parfois j'ai quelques patients qui ont évolué vers un tableau qu'au plan syndromique on qualifierait de dégénérescence cortico-basale. Alors en pratique, ces patients n'ont pas ou très peu de plaintes mnésiques. Enfin, c'est difficile à 60 ans de considérer qu'il n'y ait pas de plaintes mnésiques. Enfin, moi j'ai moins de 60 ans, mais je me plains quand même un petit peu de ma mémoire. Donc c'est vrai que si vous demandez à quelqu'un de plus de 50 ans à se couper de votre mémoire, il va vous dire oui, mais ce n'est pas ce qui est au-devant de la scène, bien évidemment. Ils ont des plaintes visuelles dans tous les domaines. En particulier au niveau de la voiture, c'est assez intéressant de les interroger sur la conduite automobile. Et ils ont des plaintes gestuelles, avec parfois des erreurs qui sont là aussi caractéristiques, au point que si vous leur posez telle question, ils disent « Mais docteur, comment est-ce que vous saviez ? Comment est-ce que vous savez que j'ai ça ?» Ils vont avoir des difficultés à gérer la poignée, à gérer les serrures, c'est-à-dire qu'ils vont lever la poignée, ils vont avoir du mal à mettre la clé dans la serrure. Pour ce qui est de la voiture, ils peuvent se tromper de portière. Ils peuvent aller à la place du conducteur alors que ça fait 2 ans qu'ils ne conduisent plus.
Ils peuvent aller à l'arrière alors que normalement ils devraient être à la place du passager. Ils peuvent avoir une aperçue entre guillemets du fauteuil, avec des patients qui vont s'asseoir à l'envers sur le fauteuil, qui vont de la voiture, ou même s'asseoir sur le plancher de la voiture. Et même les fauteuils de la maison, ils peuvent s'asseoir à l'envers ou s'asseoir même entre deux chaises. Moi j'ai plusieurs patients qui sont assis pile entre les deux chaises, bien sûr ils sont tombés. Donc d'ailleurs, ces patients, vous les repérez assez vite en salle de consultation parce qu'ils sont assis de travers sur la chaise, ou quand ils viennent s'asseoir sur les fauteuils de votre consultation, ben, c'est là que vous voyez qu'ils s'assoient de travers. Alors oui, j'ai publié dans la revue neurologique un questionnaire d'ACP qui comporte 32 questions. Et ces questions, alors voici un petit peu ce qu'on observe. Bon, là aussi, c'est le genre de diapositive que j'aime pas trop parce que on vous bombarde de chiffres, mais c'est un résumé des plaintes qui sont rapportées par les patients. Ils peuvent vous dire qu'ils ne voient pas un objet devant eux. Et quand ils veulent l'attraper, vous allez voir, ils vont tâtonner pour le prendre. Ils vont vous dire qu'ils ont une vision floue. Ils peuvent avoir une apraxie du regard, et souvent les familles s'en rendent compte au moment de l'examen ophtalmo. Moi j'ai eu l'époux d'une patiente qui m'a dit, mais bien évidemment que l'ophtalmo a dit qu'elle ne voyait rien, mais alors qu'on lui demandait de regarder dans cette direction pour lire les lettres, vous savez, qu'on vous demande de lire pour tester votre acuité visuelle, l'ophtalmo n'a même pas remarqué qu'en fait elle regardait dans l'autre direction. Et en consultation, ils ont souvent ce regard un peu vague et perdu. Ils peuvent donc se perdre, ils peuvent se tromper de sortie d'une pièce ou sur un parking. Ils vont être gênés dans l'utilisation des outils, parce qu'ils ont une apraxie. Ils vont avoir des difficultés pour mettre le couvert. C'est-à-dire que vous avez une espèce d'éclatement du couvert, avec l'assiette à un endroit, avec un couteau à un autre endroit, le verre à un autre endroit, la fourchette de travers, etc. Ces patients, comme je vous l'ai dit, peuvent rater un objet, donc ils veulent prendre une bouteille, ils passent à côté. Et là aussi, vous pouvez avoir un diagnostic dans la salle de consultation. Quand vous leur serrez la main, vous voyez que leur main passe à côté de la vôtre, où ils peuvent ne pas voir un objet devant eux et prendre un objet en face. J'avais une patiente qui disputait son mari, disant « Espèce d'égoïste, tu n'as même pas mis mon bol de petit déjeuner » parce qu'elle ne voyait pas son bol de petit déjeuner, alors qu'elle voyait celui de son mari. Et donc elle voulait systématiquement prendre le bol de son mari. Alors ça entraînait quelques disputes familiales. Donc là aussi, on a un pouvoir pédagogique très fort pour résoudre les conflits familiaux en expliquant. Ces patients, bien évidemment, vont donc se perdre. J'ai une patiente qui sortait de son lieu de travail, elle sort de l'immeuble, il y avait un trottoir, le long du trottoir, juste en face, il y avait son mari en voiture, elle est sortie, elle n'a pas vu ni son mari debout devant la voiture, ni la voiture. À côté de ça, elle voyait un hélicoptère dans le ciel. Donc vous comprenez que quand on vous raconte, voilà, cette patiente se plaint de sa vue, mais elle ne voit pas ce qui est à 50 cm ou à 2 mètres, alors qu'elle voit ce qui est dans le ciel, au début on est toujours un petit peu surpris. Donc il faut connaître, mais c'est en fait la description de ce qu'on appelle l'agnosie visuelle, c'est tout. Enfin, des agnosies visuelles. Donc ces patients peuvent ne pas trouver leur voiture sur le parking ou se tromper de voiture, vouloir rentrer dans une autre voiture que la leur. Ils ont, comme je vous l'ai dit, des difficultés au niveau de la conduite, ils vont rayer les voitures, c'est des patients qui arrivent avec des voitures cabossées, ils vont rater les créneaux, bon, ça m'arrive parfois aussi. Ils évaluent, mais c'est la répétition qui fait. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand la voiture est cabossée de partout et que les créneaux sont systématiquement ratés, là il faut s'inquiéter. C'est des patients qui vont rouler à gauche ou au milieu de la rue, donc je vous l'ai dit, ils peuvent se tromper de côté ou de portière, ils tâtonnent, s'assoient, etc. Oui, ouais, voilà, aussi autre chose, ils ne savent plus enfiler la ceinture de sécurité. Donc l'habillage est perturbé, ils peuvent se tromper de chaussures, ou mettre une chaussure à l'envers, ou mettre une chaussure rouge et une chaussure verte, enfin avoir des chaussures de couleurs différentes. Ils peuvent avoir des erreurs de boutonnage. Le calcul mental est systématiquement effondré, et la lecture pose problème. Ils disent « je vois flou, j'arrive pas à lire », ou ils disent « je regarde un mot, le mot disparaît ». J'essaye de voir le mot, puis tout d'un coup, il disparaît. Il peut y avoir une alexie spatiale avec le fait qu'ils se trompent de ligne, donc ils sont à la ligne 1, puis au lieu de passer à la ligne 2, ils vont passer à la ligne 4 ou 5, donc ils ne comprennent plus rien. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet article de journal? Il est incompréhensible. Ben oui, s'ils lisent qu'une ligne sur 4. Et au niveau de l'écriture, comme je vous l'ai dit, il y a une agraphie spatiale, une agraphie, un trouble du graphisme et une dysorthographie, avec, je vais vous montrer quelques exemples, ce sera beaucoup plus intéressant.
et bien sûr l'apraxie constructive au niveau du dessin. Alors, on a décrit de forme anatomoclinique, l'atteinte, il ne faut plus dire maintenant l'atteinte du ou et l'atteinte du quoi, mais bon, ça reste encore assez intéressant. Il y a une atteinte du système dorsal, qui est le système du ou, qui est celui de la reconnaissance spatiale, et puis une atteinte du système ventral, qui est le système du what, du quoi, c'est-à-dire celui de la reconnaissance des formes. Alors, sur cette imagerie, là, on voit une atrophie pariétale. On la voit très bien là, et là, avec même souvent une atrophie du sillon pariéto-occipital, qui est beaucoup plus nette que l'on voit sur les autres sillons. Là aussi, une atrophie postérieure, qui est deux fois sur trois, l'atrophie est plus nette à droite qu'à gauche. Alors voici un exemple d'apraxie constructive dans la copie du dessin du MMS, chez des patients qui peuvent avoir un MMS à 25. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'à 25, beaucoup de patients Alzheimer classiques de la forme amnésique n'ont pas d'apraxie constructive au niveau du dessin, ces patients vont être extrêmement perturbés au niveau du dessin, au niveau du calcul mental, alors que le rappel des trois mots ne leur posera pas de problème. Donc ils ont 25, mais avec un profil d'atteinte qui est assez caractéristique. Là aussi, on voit la graphie spatiale. Vous voyez que la personne, je lui dicte des mots, elle ne commence pas en haut à gauche comme tout le monde devrait commencer. Donc il y a un élargissement à la fois de la marge supérieure et de la marge latérale. Et donc c'est un petit peu tassé en bas et à droite, avec des fautes d'orthographe. Là on voit très bien une agraphie spatiale, avec une augmentation la présence d'espace au sein des mots. Vous voyez, il y a des espaces, et puis des itérations de lettres. Là, vous voyez, il y a deux L à école, c'est assez caractéristique. De nouveau, la graphie spatiale, l'apraxie constructive, et le dysfonctionnement postérieur, puisque vous voyez que sur ce spectre, les régions antérieures sont conservées, alors que les régions postérieures sont altérées. Alors, au plan biologique, il faut que je me dépêche. Alors, au plan biologique, eh bien, dans à peu près 75% des cas, ces patients correspondent biologiquement à une maladie d'Alzheimer, que ce soit au niveau de l'autopsie ou au niveau de la fonction lombaire. Donc il y a une forte prédominance de la maladie d'Alzheimer au point que l'on parle de variante visuelle de la maladie d'Alzheimer. C'est le terme qui est parfois donné, la variante visuelle de la maladie d'Alzheimer. Mais dans 25% des cas, il y a d'autres formes histologiques. Parfois, donc, on peut avoir des lésions de l'accord de Lewy, on peut avoir des lésions de dégénérescence cortico-basale. Certains mettent le Creutzfeldt-Jakob dans sa forme postérieure dans les étiologies. Je trouve que non, parce que c'est un tableau qui est tellement particulier, qui est tellement vite, que ça ne correspond pas du tout, surtout que ces patients n'ont même pas le temps d'être atrophiés. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que le diagnostic est principalement clinique. C'est l'interrogatoire qui est la clé. Donc il faut poser les bonnes questions, et une fois que vous posez les bonnes questions, vous avez les réponses qui vous permettent de diagnostiquer. Parce que souvent, là, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup d'erreurs parce qu'on s'est contenté d'analyser le bilan neuropsychologique, et que comme il y avait des troubles visuels, il avait été conclu à maladie à corps de Lewy. Voilà. Et ça, c'est une erreur assez fréquente. J'ai vu beaucoup de patients qui avaient un Benson tout à fait typique, mais qui avaient été étiquetés maladie à corps de Lewy. Et voilà, je vais laisser tomber. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer sur le projet de